Top. Alors on continue les halachas de Bishul. Aujourd'hui on va terminer toute la théorie, on va commencer à rentrer dans des cas intéressants, pratiques de Bishul. Comme on a dit, Bishul, il y a deux sujets à développer. Deux sujets, c'est ça qui nous a mis le plus de temps. Il y a deux grands sujets qu'il faut... En fait, à chaque fois qu'on a une question dans une Ilchot Bishul, il faut toujours passer par ces deux sujets-là. Un, est-ce qu'il y a Bishul? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une transformation qui rentre dans la définition de Melechet Bishul? Et deuxième chose, est-ce que j'ai utilisé une source de chaleur qui rentre aussi dans la définition? Il faut ces deux conditions. Un, est-ce que ça s'appelle Bishul? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un changement? Donc là, il faut appliquer toutes les règles qu'on a vues dans tous les cours. Qu'est-ce qui s'appelle Bishul? On va dire, qu'est-ce qui s'appelle un changement? Un vrai changement qui est Bina Torah? Qu'est-ce qui s'appelle un changement qui est des Rabbanan? Et qu'est-ce qui est pas considéré comme changement? Toutes les règles qu'on a vues, toutes les sortes. On a mis 2-3 cours là-dessus. Et après, la deuxième question qu'il faut répondre, c'est est-ce que la source de chaleur que j'ai utilisée, c'est une vraie source de chaleur qui rentre dans la définition de Melechet Bishul ou pas? Donc là, on a vu, en particulier la semaine dernière, plein d'exemples de sources de chaleur. Donc on va reprendre ça en très bref, et il y a encore quelques points à voir. Et après, on va commencer à voir surtout le plus rachou, c'est des cas pratiques, des cas clairs. Comment mettre maintenant en pratique tout ce qu'on a étudié dans les cours d'avant. Donc, venons au résumé d'abord ce qu'on a fait la semaine dernière. Premier sujet qu'on a vu, c'est le plus haut niveau. D'accord, le truc le plus simple, c'est la flamme, le feu. Le feu qui se trouve sur la planète Terre, c'est-à-dire exclu le soleil. D'accord, une source de feu. Le soleil, c'est pas une source de chaleur qui rentre dans la mélacha de Bishul, bien sûr. D'accord? Parce qu'au Mishkan, on ne cuit pas au soleil. Donc le soleil, c'est permis. Dérivé du soleil, c'est-à-dire si je prends quelque chose et je le fais chauffer par le soleil, et après cette chose-là, on va dire je rentre à la maison et je cuis sur cette chose qui est chaude, et ça cuit, ça change. C'est qu'on va mettre sur la première question, la première définition. Donc là, ça sera un interdit des chachamim, parce que la base c'est le soleil. Seulement ça ressemble au dérivé du feu. Donc chachamim ils ont fait une xéra, une barrière, et donc ils ont interdit les dérivés du soleil. Ah, je vois Tov. Je ne vois pas apparaître encore sur l'écran, mais on continue. Et donc ça c'est le dérivé du soleil. D'accord, donc on a le soleil et on a le toldot achama, interdit par les chachamim. De là on a vu l'exemple des chauffe-soleil, de l'eau qui a été chauffée par le soleil, comment rentrer dans les détails. Ensuite, on a le feu, donc c'est-à-dire la flamme. Inclus dans la flamme, tout ce qui est électrique, tout ce qui est résistance, tout ce qui est plaque chauffante, tout rentre dans le feu. On n'a pas besoin d'une vraie flamme qui bouge comme ça. Ça s'appelle feu. Le chashmal, toute l'électricité, tout ça c'est comme du feu dans la mélacha de Bishul. Ensuite, donc on en a pris l'exemple classique de dérivé du feu. Donc on a le feu, d'accord, comme on a dit. Le feu, le cas classique, j'ai une marmite qui se trouve sur une flamme. Donc maintenant quand je cuis, c'est la force de la flamme qui va cuire. Maintenant on descend de niveau. On a une marmite qui était sur le feu et qu'on a descendu du feu. Comment ça s'appelle ça en halakha? Qui se rappelle? David, tu te rappelles? Non. Kli Rishon. Kli Rishon. D'accord? Kli Rishon. C'est-à-dire premier ustensile. Pourquoi on l'appelle premier? Qu'est-ce qu'il a fait pour être le premier? Parce qu'il était sur le feu. Donc c'est celui qui est la source. Celui qui était sur la source. Il y a une différence entre être sur le feu et être en dehors du feu. Quand je suis en dehors du feu, c'est pas le feu qui va faire chauffer, c'est l'eau qui a été chauffée par le feu, donc c'est dérivé du feu. Et donc ça l'interdit aussi par la Torah.
Ça répond à la condition de source de chaleur interdite par la Torah. Mais il faut une condition. Quelle est la condition? Quelle est la condition pour que ce cli, on fait une chazara, là, on fait une petite révision rapide, pour qu'on puisse avancer. Ouais. Quelle est la condition pour que ce cli rishon, là, ce premier ustensile cuit? À vous de répondre. Qui se rappelle? Il faut que l'eau soit plus de 65 degrés. Ah, très bien, c'est pas 65, c'est 45. D'accord? Parce que c'est le... Attends, pourquoi l'écran est parti là? Je ne vois plus rien. C'est 45 degrés. D'accord? Non mais moi je vois plus personne à mon écran ici. Attends. Ça va revenir, ok. Donc là c'est... Où est-ce qu'on était là? Ouais. Cli rishon. Voilà. Il faut que ça soit à 45 degrés. D'accord? On a dit c'est yad soledet bo. Parce qu'il faut que ça soit quand même chaud pour que ça cuise. Alors que si c'était sur le feu et je l'ai enlevé du feu et que maintenant ça cuit, c'est en dessous de, on va dire, c'est 10 degrés, c'est sûr que ça va pas cuire. Donc il faut une température de chaleur qui s'appelle yad soledet bo, 45 degrés. Ça c'est la condition pour qu'un cli rishon qu'on a enlevé du feu cuise et tout cuit à l'intérieur. D'accord? Toute chose qu'on met à l'intérieur, ça c'est une échappe comme bichoul et donc c'est une source de chaleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu maintenant qu'on verse de ce cli, de cette marmite, de ce cli rishon. Je verse. D'accord? C'est-à-dire que je prends cette marmite et je verse directement sur quelque chose. Alors on en a fait une différence. Si c'est quelque chose de solide ou si c'est quelque chose de liquide. Si c'est quelque chose de solide, donc qui répond bien sûr à la première partie de la définition, qui est cru, et que maintenant je verse dessus directement d'un cli rishon qui fait 45 degrés. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est interdit. Ça cuit kede klipa, c'est-à-dire que ça cuit une pellicule. On est arrivé à ça parce qu'on a dit qu'il y avait une marloquette. Il y en a qui disent que ça cuit pas du tout, il y en a qui disent que ça cuit, donc on fait une pshara et tout le monde est d'accord que ça cuit une pellicule. Et donc ça s'appelle cuire. Même si c'est un petit peu, ça s'appelle cuire. Donc je n'ai pas le droit de verser directement sur un solide qui est cru en versant directement d'un cli rishon. Ça s'appelle en hébreu iroui, verser. Verser d'un cli rishon. Maintenant, ça c'est la versée du cli rishon. Ensuite, si c'est quelque chose de liquide, c'est-à-dire si j'ai quelque chose en bas, on a dit l'exemple classique de héros, oui, c'est bizarre, quand on verse une marmite, c'est un peu bizarre. On a donné l'exemple de la bouilloire, d'accord, la bouilloire de Shabbat, Mecham, qu'on allume avant Shabbat et que ça reste au Shabbat comme ça, pour avoir de l'eau chaude. Et que je prends le robinet et j'ouvre le robinet. Donc c'est un iroui, ça sort directement en jet. Donc là, si c'est quelque chose de solide, bien sûr qui répond à toutes les conditions d'avant, qui est cru, ouais, qui n'a pas déjà été cuit, alors je n'aurai pas le droit de verser dessus, ça cuit. Si maintenant j'ai quelque chose de liquide qui n'a pas été cuit, alors quel est le din? Est-ce que j'aurai le droit ou pas? Très bien. Ça dépend de la quantité. Si c'est une petite quantité, c'est interdit. Si c'est une grande quantité, c'est permis. Pourquoi? Alors on a expliqué comme ça. Même une petite quantité, c'est discutable. Est-ce que ça frappe ou ça frappe pas? Parce que c'est un liquide, ça bouge. Alors étant donné que j'ai une petite quantité et que je verse beaucoup d'eau chaude, alors là, étant donné que la quantité elle est petite, ça va cuire, ça va l'amener lui-même à yad soledet bo. Tandis que si j'ai une grosse quantité d'eau froide, plus que la moitié, même si je mets un petit peu d'eau chaude dessus, ça va pas avoir la force de réchauffer tout ce qu'il y a en bas. Pourquoi? Parce que c'est en bas et parce que c'est en grande quantité, c'est parce que ça bouge. 3 raisons. Donc quand il y a les 3 raisons réunies, c'est une grande quantité, c'est liquide, et ça se trouve en bas, et que moi je verse d'en haut, alors là, ces 3 choses qui font que
Ces trois choses, ils font que ça, ces trois choses, ils font que ça cuit, que ça, les trois choses ensemble. J'ai des trucs bizarres ici dans ce écran. Une seconde. Donc, les trois choses ensemble, ils font que c'est, je vais parler dans quel cas, le cas où il y a beaucoup d'eau. Allô? Ouais. Je vois plus personne, moi. Ça me fait très bizarre de parler comme ça, c'est pour ça que j'hésite un peu. Je vois rien. Vous me voyez, vous? Moi, je vois personne. Bon. Je me vois même pas moi, donc c'est pas grave, on continue. Pourquoi je comprends pas pourquoi j'arrive pas à revenir sur l'écran de base? Bon. Bon, on continue comme ça. Et donc encore une fois, quand j'ai une grande quantité, vous vous rappelez, c'était l'exemple qu'on a donné de la citronnade. Quelqu'un qui veut se faire une citronnade chaude, donc il prend du citron qui n'est pas cuit, ouais, du jus de citron comme ça qui n'est pas cuit, il met un petit fond et après il va là où il y a l'eau chaude et il verse directement du robinet dessus. Donc on a une petite quantité en bas, une grande quantité en haut d'eau chaude. Là c'est un problème. Voilà. Mais si j'ai une grande quantité, on va dire j'ai un café qui est non, j'ai de l'eau très fraîche. J'arrive pas à boire, c'est trop froid. Je mets un peu d'eau bouillante dessus, un petit peu je verse dessus, là il n'y a pas de problème. Tout dépend de la quantité. Donc ça c'est le deuxième niveau. On était la flamme, on a pris quelque chose, on a enlevé de la flamme, on veut mettre à l'intérieur, et maintenant on parle de verser du clérichon. Donc ça, comme on parlait, liquide, solide. On reprend. Liquide, ça dépend de la quantité que j'ai en bas, un petit peu c'est un problème. Beaucoup, il n'y a pas de problème. Comme on voit que ce qu'il y a en bas, c'est froid et jamais bouilli. C'est ce qu'on parle. Je parle pour un cas extrême, il faut rentrer dans toutes les marlocotes qu'il y a. Et si c'est quelque chose de solide, cru, verser dessus, c'est un problème de bichou. Ça, il faut retenir, par la suite, on va utiliser ça dans le cas pratique. Ensuite, on a parlé du fameux kli-sheni. C'est-à-dire, c'est quoi un kli-sheni? C'est-à-dire, verser d'un clérichon dans un autre ustensile, mais cet ustensile, je l'ai pris de l'armoire. Il est froid, sec, et je verse dessus de l'eau chaude. Je verse depuis un clérichon qui était sur le feu. Et là, on verse à l'intérieur. Alors là, qui se rappelle? Est-ce que j'ai le droit de mettre dedans quelque chose de, on va dire, commencer quelque chose de solide ou liquide, de cru? Est-ce que j'ai le droit de mettre à l'intérieur? Ouais. Est-ce que je dois mettre un morceau de poulet cru, une pomme de terre crue, un peu d'eau? Donc j'ai pris d'un clérichon, j'ai versé dans un ustensile vide, et maintenant je vais mettre à l'intérieur quelque chose, de cru. Est-ce que j'ai le droit ou pas? C'est permis sauf si c'est du crédit, tu vois. Ah, très bien, ça commence à une bonne parole. Le poisson meyochat qui était salé. Il a fait, très bien. Alors je répète en bref. Le kli-sheni, il n'a pas la force de cuire, Zamara a dit. Pourquoi? On a expliqué parce que les parois, elles sont froides. Tandis que le clérichon, les parois, elles sont chaudes. Ça, c'est la base de toutes les différences. C'est le Tosfot qui demande la question, quelle différence? Il dit là, le clérichon, les parois, elles sont bouillantes, elles ont été sur le feu. Tandis que les parois du kli-sheni, elles sont froides. Et donc, les parois qui sont froides n'ont pas les forces, les parois froides n'ont pas la force de cuire. Tandis que les parois qui sont chaudes, ça maintient chaud pendant longtemps et ça cuit. Alors bien sûr, comme vous avez dit, que ça exclut quelques exceptions, que oui, ça cuit. C'est quoi? On a dit des exemples, par exemple, un poisson qui était très salé, koulia saïspenin, que lui, ça lui suffit d'un petit peu d'eau chaude pour cuire. On a parlé de l'œuf aussi, qu'il y en a qui disent aussi que ça cuit très vite. Donc c'est des cas, des exceptions. En général, c'est pas comme ça. Un liquide ou un solide qui est cru, dans le kli-sheni, ça n'a jamais cuire. Donc il y a ces exceptions, oui. D'accord? Donc,
Ces exceptions, d'après tout le monde, on ne peut pas le mettre. Des choses qui ne sont pas dans cette exception, quelque chose de cru. Est-ce que j'ai le droit de mettre dans le cliché, d'après tout le monde? Je vais mettre quelque chose de cru dans le cliché. Quelque chose qui met longtemps, on va dire un morceau de carotte, un morceau de pomme de terre cru. J'ai le droit de mettre? D'après tout le monde? Il n'y a pas d'ashkénaze dans le chiot? Donc c'est pour ça que personne ne se rappelle. D'après les ashkénazim, on n'a pas le droit de mettre, rien droit de mettre dans le cliché. Ouais. Pourquoi? Alors on a dit que cliché, les ashkénazim ne peuvent pas être en discussion avec la Gemara. C'est marqué clairement dans la Gemara que le cliché n'a pas de force de cuir. Seulement on a expliqué la semaine dernière que étant donné qu'il y a des exceptions, donc on craint les poskim ashkenazim, ça remonte depuis longtemps, ça remonte depuis les Rishonim, c'est pas quelque chose des dernières années. Les Rishonim, le Yerim, le Rama, il ramène ça dans le Shulchan Aruch, que puisqu'il y a des exceptions, donc on risque de ne pas savoir, il y a des choses qui cuivent vite, il y a des choses qui cuivent pas vite, donc on met une barrière et on met rien dans le cliché. Comme ça on est sûr de ne pas tomber dans les exceptions. Donc c'est une khumra pour les ashkenazim, qu'on met rien dans le cliché. D'accord? Il y a une autre table, il y a une autre exception, il y a une autre raison à ça. Tosfot, il dit une autre raison, il dit parce que ça ressemble au klirishon. Mais ça, il faut savoir, ça c'est pas des chachamim, comme on dit, qui font des xérotes de la Gemara. C'est des choses qui sont venues après la Gemara. Il y a une grande différence entre une xéra des barrières qui viennent au moment de la Gemara vraiment, et des choses qui viennent après, des rishonim ou des minhagim. Donc ça, c'est les ashkenazim qui ont pris sur eux de rien mettre dans le cliché. Pour les sfaradim, pardon? Ça veut dire quoi, ça ressemble? Ça ressemble, ça veut dire un klirishon qui est chaud, d'accord? On n'a pas le droit de mettre à l'intérieur, ça s'appelle cuire. Donc mettre dans un ustensile, on enlève le mot rishon et sheni. Mettre dans un kli, c'est cuire, d'après la Torah. Donc maintenant, quoi? Et si je prends une marmite qui est vide, où est la différence? Que j'ai versé d'une marmite qui était bouillante. Voilà la différence entre les deux marmites. Donc ça ressemble. Ça s'appelle Mirze Kimvachel. On va utiliser ça par la suite. Moi, je n'ai pas encore parlé de cette notion-là. Mais c'est quelque chose qui ressemble. Ça ressemble à cuire. D'accord? L'eau, on voit de la fumée. Même dans un cliché, on voit de la fumée qui sort de l'eau. Ça ressemble. Techniquement, ça ne cuit pas. Mais ça ressemble à cuire. Donc, on interdit. Ça, c'est une raison. Deuxième raison. Première raison de base, c'est puisqu'il y a dedans des choses qui cuisent et qu'on risque de ne pas savoir, et quelque chose qui va cuire très vite, ou par exemple, voilà un exemple qu'on a parlé la semaine dernière. On a dit, quand on a expliqué l'histoire du poisson salé, on avait expliqué que pour définir ce qui s'appelle cuit, il faut que, on a une définition importante, que si l'eau froide n'agit pas dessus, il n'y a que l'eau chaude qui agit. On rappelez de ça, on a parlé des soupes instantanées comme ça. Des choses qui ont déjà été cuites, mais qui ne sont pas mangeables. On a parlé dans les premiers cours, qu'est-ce qui s'appelle cuire? Cuire, c'est passer de cru à cuit. On a dit que s'il y a quelque chose qui a déjà été cuit totalement, est-ce que ça s'appelle... Alors quoi? Les produits lyophilisés, Le... Voilà. Je suis en train d'expliquer pourquoi. Avec ces soupes là-dedans, il doit avoir, je sais pas, il doit avoir des petits pois, il doit avoir des pâtes qui ont déjà été cuites. C'est pas cru. Parce que ça suffit d'un petit peu d'eau chaude pour cuire. C'est pré-cuit. Alors, je reprends les règles. Quelque chose qui est cru, on n'a pas le droit de cuire. Quelque chose qui est déjà cuit, on a le droit de cuire derrière. C'est en bichoul achar bichoul. On a parlé de ça en large dans les premiers shiurim. Maintenant, ce cas-là, c'est un truc intéressant. C'est quelque chose qui a déjà été pré-cuit, mais c'est pas mangeable. Si on ouvre ces soupes-là, ces soupes instantanées, j'essaye de les mettre dans la bouche, ça va mangeable. Donc, un petit peu d'eau chaude, même d'un cliché, ils vont avoir la force de rendre ça mangeable. Oui? Et si je mets de l'eau froide là-bas, c'est immangeable. Donc, l'eau froide n'agit pas, l'eau chaude agit, et en fait, c'est quelque chose qui a besoin d'un tout petit peu de chaleur pour cuire, pour que ça devienne mangeable.
Là, ça rentre dans la définition de Melechet Bichoul. Donc voilà encore un autre exemple, que ce serait un Bichoul de la Torah, même si je mets ça dans un Kli. C'est souple là, je ne suis pas obligé de mettre directement d'un Kli Rishon. Même si je mets d'un Kli, c'est assez chaud pour que ça cuise, pour que ce soit mangeable. Donc voilà encore un autre exemple qui est interdit. Donc on a parlé de l'œuf, on a parlé des genres de poissons comme ça qui sont salés, donc il y a quand même quelques exceptions, il n'y a pas beaucoup. Donc on met une barrière. Tout, on met rien. D'accord? Ça c'est les Ashkenazim. Les Sfaradim, non. Quelque chose qu'on est sûr que ça met du temps, il n'y a pas de problème de mettre à l'intérieur un cliché. D'ailleurs, quand on va arriver à des cas pratiques, on va mettre plus en les masses, ça va être plus simple. Ça c'est théorie. Ça, je crois que c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on s'est arrêté là. Maintenant, on va encore parler de deux choses pour finir dans les notions. Oui. J'entends rien, plus fort. Oui. Est-ce qu'il y a une différence dans le Kélichéni si les Yad sont les épaules ou au théâtre? Aucune différence. Hein? C'est pareil? Le Kli-Sheni, il n'y a aucune différence. Du moment que c'est Yad Solé d'Edbo, c'est-à-dire 45 degrés, on ne met rien dedans. Ouais. La question, elle est à l'inverse. Pour les Sfaradim, est-ce qu'il y a une différence? Vous comprenez ce qu'il y a dedans? Oui, mais peut-être que tout ce qu'on a dit qu'il n'est pas Mévachel, c'est que quand c'est à 45 degrés, mais si c'est à 100 degrés, on voit comme ça une grosse fumée, plein de vapeur, est-ce que quand même ça cuit pas pour les Sfaradim? Ça c'est une question. Pour les Sfaradim, c'est une question intéressante. Il y a quelques déotes qui veulent dire que même pour les Sfaradim à 100 degrés c'est un problème, mais la halakha, clair, que même si c'est à 100 degrés, enfin, c'est difficile de faire 100 degrés dans un cliché, on va dire 90 degrés, ça n'a pas la force de cuire, parce qu'on voit les parois. Ça va chuter. Ouais. Ça va pas avoir la force de cuire. Donc, peu importe le degré de chaleur. D'accord? Ça, c'est une remarque intéressante. Maintenant, il y a encore deux sujets à voir. Il y a une khumra. Vous savez ce que c'est une khumra? Khumra, il y a le din, il y a la halakha qui est stricte, et il y a quelque chose qui est bien une khumra. Alors, c'est une khumra, si on veut l'apprendre, on l'apprend, si on n'apprend pas, on n'apprend pas, mais c'est bien de la citer. Parce qu'il y a quand même pas mal de livres, surtout chez les poskim ashkenazim. Ce cours, il est pour tout le monde, pour Sfaradim, pour les ashkenazim. Donc, il faut la citer quand même. Il y a une avis qui veut dire comme ça, que même si on a dit que le Kli-Sheni n'est pas Mévachel, il y en a qui veulent dire que des choses qui sont compactes. Exemple, on a parlé par exemple d'une soupe bouillante, d'un Kli Rishon, que je verse dans un Kli-Sheni. Mais si maintenant j'ai une fina, un chamin, et j'ai un morceau de pomme de terre bouillant qui est dans mon assiette, il y en a qui veulent dire que cette pomme de terre là, c'est comme Kli Rishon, même si elle se trouve dans un Kli-Sheni. Vous avez déjà entendu cette khumra? Ça s'appelle gouche. Gouche, c'est-à-dire un morceau compact. Quelle est la logique? Il y a une logique. C'est pour ça que j'ai dit, si ça serait une khumra sans logique, je n'aurais même pas dit dans le cours. Mais il y a quand même une logique ici. Quelle est la raison qu'un Kli-Sheni n'est pas Mévachel? On a dit parce que les parois elles sont froides. Donc cette khumra elle dit que tout ce qu'on a dit que les parois elles sont froides, il faut que ça s'étale sur les parois. Mais lorsque j'ai un morceau comme ça qui est bouillant, qui est compact, qui ne bouge pas, et qui est comme ça bouillant, qui vient de sortir du Kli Rishon, même s'il est déposé dans l'assiette, c'est une petite partie du morceau compact qui touche dans l'assiette, mais tout l'autre il est à l'air. Donc qu'est-ce qui va refroidir? Donc, il y en a qui sont mahmirim. Du Shulchan Aruch, il y a une déduction, le Rav Ovadia Yosef il déduit du Shulchan Aruch, que peu importe, que ça soit compact, que ça soit liquide, peu importe, dès que ça posé dans une assiette, c'est Kli-Sheni, ça ne cuit pas. Mais il y en a qui sont mahmirim. Maintenant, même le Ramad, le possédé d'Ashkenazim, il est d'accord avec le Shulchan Aruch sur ce point-là. Seulement, il y a quelques... Donc ça apprend, celui qui veut être mahmir, on va dire, d'accord? Celui qui veut être mahmir dans une Chod Shabbat, c'est une khumra conseillée, on va dire. Exemple classique, quelqu'un qui a un morceau de pomme de terre comme ça au milieu de l'assiette,
Qu'est-ce qu'on va mettre dans bichoul? Si par exemple il veut mettre un peu de poivre sur sa pomme de terre. Le poivre, est-ce que c'est cru ou c'est cuit? Le poivre c'est cru. D'accord? Donc si quelqu'un veut mettre du poivre sur cette pomme de terre qui se trouve dans son assiette, qui maintenant est dans un cliché, il faut savoir que là, la race stricte, c'est permis, ça se trouve dans un cliché, il n'y a pas de bichoul, c'est fini. Mais il y a une khumra à prendre pour celui qui veut. Ça s'appelle bouche. D'accord? Dernier point à voir là-dessus, c'est une louche. Une louche, matseket, ça s'appelle en hébreu. J'ai un klirishon. D'accord? On a parlé jusqu'à maintenant de comme ça. On a parlé klirishon, on a parlé de klisheni, et on a parlé de entre les deux, c'est-à-dire verser d'un klirishon. Un jet direct sur quelque chose, qui n'a pas atterri dans un klisheni. C'est les trois grandes notions qu'on a vues. Maintenant, il y a un sujet intéressant aussi qui est dans les chronim. Ouais. Une louche. C'est-à-dire que je prends une louche et je la trempe dans un klirishon. On va dire qu'il y a une soupe, je prends ma louche, je la plonge dans ma marmite et je la sors. Cette louche-là, ouais, dans la louche je parle, je n'ai pas encore mis dans le cliché. Est-ce que ça s'appelle klirishon ou klisheni? Ça veut dire, est-ce que le fait que je l'ai trempé dans un klirishon, il vient un statut de klirishon? Ou bien le fait que c'est pas resté longtemps dans le klirishon, donc ça n'a pas pris le statut du klirishon. Pour ça, il y a une grande marloquette entre les acharonim. Le Taz, il est mahmir, il y en a qui sont cholkim sur lui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, voilà. Alors, il y a deux choses qu'il faut verser. Si je mets dans la louche quelque chose, je mets un peu d'épices lorsque c'est encore dans la louche, est-ce que ça s'appelle que j'ai mis dans un klirishon ou dans un klisheni? Marloquette. Il y en a qui disent klirishon, il y en a qui disent klisheni. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une marloquette dans quelque chose de Deoraita, de Minatora? On est mahmir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Même s'il y a beaucoup de preuves que c'est considéré comme un cliché, mais on est toujours mahmir. Donc on va considérer la louche, dans ce cas-là, la khumra comme un klirishon, on ne met rien à l'intérieur. Et puis c'est facile ici d'être mahmir parce que qui c'est qui va mettre exactement dans la seconde où on tient la louche en l'air de mettre dans la louche? Donc c'est rare ce cas-là. Donc on ne met rien dans la louche. On ne va pas pourquoi rentrer dans la marloquette quand c'est inutile. Donc on ne met rien dans la louche. D'accord? Seulement maintenant, si je verse de la louche, est-ce que je vais considérer ça comme un jet d'un klirishon ou d'un jet d'un klisheni? Un jet d'un klirishon, ce sera encore chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud et il y a une discussion, est-ce que c'est klirishon ou est-ce que c'est klisheni? Alors là, la halakha, elle est qu'on va considérer ça comme un klisheni. C'est-à-dire que ça sera permis. On a le droit de verser d'un klisheni. Le problème, c'est de verser d'un klirishon. Mais un klisheni, si le klisheni lui-même n'est pas mévachel, même si je verse, ça ne sera pas mévachel. Donc là, la halakha, elle est que verser, ça veut dire quelque chose de cru. D'accord? C'est quelque chose de cru comme ça. Et que je versais maintenant de la louche avec de bouillon que j'ai mis dans mon klirishon et que je verse directement dans quelque chose de cru, là, ça va être permis. Pourquoi? Tout le monde avec moi, c'est clair? Ou je répète? Parce qu'elle a perdu de sa température. Non, c'est chaud. C'est au-dessus de 45. C'est au-dessus de 45. Est-ce que c'est un instrument, alors? Alors, il y a un doute. On a dit, il y en a qui disent un klirishon, il y en a qui disent un klisheni. On a Ça, besoin de la louche pour se servir. ouais. Alors là, il faut des notions des trucs techniques, quoi. Là, c'est la technique de la halakha. Alors, je vais vous dire comment ça marche, en très bref. La halakha, elle est d'abord, pour celui qui a du mal à comprendre la technique, la halakha, elle est que verser de la louche, on a le droit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ouais, c'est un principe qu'il faut bien comprendre, ça on l'utilise à chaque fois plusieurs fois dans la halakha. Je vais expliquer comment ça marche le processus. Quand j'ai un cas où il y a plusieurs discussions dans le même cas, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent d'un premier point de vue. Ensuite, il y a une autre notion qui rentre en jeu, qu'il y en a aussi qui lui permettent, il y en a aussi qui interdisent. Donc, puisque ce sujet-là, il y a plein de discussions dans un même cas, alors là, on permet.
Alors, nous, on ne peut pas s'amuser, nous, à permettre. C'est des posquets à la fin qui ont le droit de faire ça. Oui. Seulement, comme ça, les posquets à la fin, ils tranchent. Quels sont tous les cas qu'il y a ici? Première chose, il y a un doute, est-ce que c'est un klirishon ou un klisheni? On n'a pas tranché ça. On a tranché ça pour mettre à l'intérieur. Mais dans le cas où je verse, il faut se rappeler que tout à l'heure, on a vu que verser même d'un klirishon, il y a une discussion. On a dit, on a tranché que c'est des clipas, pellicule. Mais là, je verse de quelque chose qui est déjà discutable. Donc on a deux sujets discutables dans un même cas. Alors on émet quel? Ça devient permis. Mettre à l'intérieur de la louche, il n'y a qu'un seul sujet. Quand il n'y a qu'un seul sujet, il n'y a qu'un seul doute, alors là on est marmire, on interdit. Mais lorsque j'ai plusieurs discussions en jeu dans un même cas, d'accord? Alors là, les poskim, ils utilisent des principes et disent que là c'est permis. Tout le monde voit la différence qu'il y a entre mettre dans la louche et verser de la louche? Vous voyez la différence? Dès que je verse de quelque chose, il y a une discussion. Est-ce que ça perd son statut ou pas? Alors quand j'ai un seul cas, l'exemple de tout à l'heure, verser d'un klirishon, combien de doutes j'ai ici? J'ai qu'un seul sujet. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va la khumra et on interdit. D'accord? On a dit que c'est qu'elle est klipa. Lorsque j'ai la louche la sort de la marmite, et donc je veux mettre à l'intérieur de la louche. Donc là, j'ai une discussion, une seule discussion. Est-ce que la louche, statut klirishon ou statut klisheni? Donc on ne met pas. D'autant plus que Birtal, que c'est très rare de mettre dans une louche. Donc c'est sûr qu'on ne met pas. Mais lorsque maintenant je verse de la louche, donc j'ai deux sujets ici. Est-ce que la louche, elle est rishon, elle est sheni? Si elle est rishon, c'est un problème. Si elle est sheni, il n'y a pas de problème. Mais même verser du klirishon, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème. Donc quand je verse, de la plus forte raison, quand je verse de la louche. Donc dans ce cas-là, ça sera permis de verser de la louche. Tout le monde a compris? Maintenant, il y a une remarque très importante à faire ici. C'est que tout ce que je parle dans la louche, ça parle que je prends la louche, je la plonge et je la sors. Tandis que si maintenant, la louche, je la laisse là-bas pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'elle devienne bien bouillante. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Quel est le statut de la louche? Clé rishon d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Parce qu'après la température du klirishon, en fait, elle va terminer avec le klirishon. C'est-à-dire, j'explique un petit peu mieux, j'explique, c'est dans le même kivoun, dans la même direction, comme vous dites. C'est que la définition, rappelez-vous toujours, quelle différence entre un klirishon et un klisheni? Un klirishon, les parois ont tenu sur le feu. Un klisheni, le paroi n'a pas tenu sur le feu. Donc maintenant, c'est comme ça qu'on va définir un klirishon et un klisheni. Donc si maintenant je prends ma louche et je la laisse là-bas sur le feu, ça s'appelle qu'elle est tenue, elle est sur le feu, donc elle prend le statut du klirishon, sur ça il n'y a pas de discussion. Donc là, si elle est restée, on va dire 5-10 minutes comme ça, bien en ébullition comme ça, sur la plata comme ça, bien longtemps, et que je prends maintenant, je me sers de cette louche, je n'aurai pas le droit de verser sur quelque chose où il y aura un problème. S'il y a un peu de poivre dans l'assiette, ou s'il y a un peu d'eau dans l'assiette, d'accord? On prendra toutes les règles de verser d'un klirishon. Donc ça c'est très pratique, la louche. C'est pour ça que je vais en arriver à un cas pratique, la louche. Si la louche, des fois on laisse comme ça la louche pendant longtemps dans la marmite klirishon. Quand on met dans la marmite de klirishon, maintenant bien sûr, je ne parle pas que klirishon enlevé du feu. Je parle lorsque c'est sur le feu. D'accord? C'est resté bien longtemps comme ça, sur la source de chaleur, sur la plata. Et maintenant je sors ma louche, alors là je n'aurai pas le droit de verser sur quelque chose qui est cru, qui n'est pas cuit. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était maintenu sur le feu. Donc c'est les parois. Quelle différence entre les parois de la marmite ou les parois de la louche? Aucune différence. Toute la question elle est de plonger, de sortir. Alors là, ça devient intéressant. Est-ce que d'un côté le klisheni de tout à l'heure, on a dit c'était prendre quelque chose d'une armoire qui était complètement froid et sec. Mais là c'est pas le cas. Là j'ai quand même plongé dans le klirishon. Mais je l'ai tout de suite ressorti. Donc les parois, ils n'ont pas eu le temps vraiment de devenir bien chauds. Là vient la discussion. Est-ce qu'on va considérer ça klirishon? Est-ce qu'on va considérer klisheni? La logique, elle est, d'après plus plein de preuves que je ne peux pas mettre dans le cas du chirurgie, ça plus
l'idée ça tend plus vers l'opinion qui dit que c'est un cliché. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre ici? Juste pour mettre dans la louche, qui c'est qui met dans la louche? Donc pour ne même pas rentrer dans la marloquette pour mettre dans la louche, parce que c'est qu'il n'est pas du tout pratique de mettre dans une louche quelque chose. Donc on ne met pas dans la louche. Parce que j'ai qu'un seul sujet, est-ce que c'est un cliché ou un cliché? Donc je préfère être marmire. Mais verser de la louche, d'accord? Que là c'est déjà verser de quelque chose où il y a un doute, est-ce que c'est un cliché ou un cliché? Alors là c'est bon, là on a pas mal d'arguments ensemble réunis dans un même cas et on peut être, mec. Voilà. Ça c'est, on a fini maintenant avec les cas de la théorie, quoi. Comment il faut bien écouter tous les cours qu'on a mis, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Maintenant on va commencer à mettre en pratique tout ce qu'on a étudié. Il y a des questions pour l'instant depuis ce qu'on a vu tout est clair? Pour l'instant ça va de mon côté. Ouais. Et de l'autre côté? Ça va aussi. Ah, très bien. Top. Donc on y va. Première question, d'accord? Ça a été laborieux les explications, mais J'ai entendu. Bon. ça a été laborieux pour nous. Ah, top. Non, c'est dur, c'est des notions théoriques maintenant. On va mettre en pratique, vous allez voir, ça va être plus simple. Mais, Jacqueline a eu du mal à se connecter, donc Ben Sachem l'a réussi à se connecter à la ah. Moi, je vois personne de toutes les manières. J'ai un écran noir en face de moi. Ben, sache qu'il y a 6 Ah, ça fait. Top, merde. Première question. Donc maintenant, quelqu'un, il a cuit avant Shabbat, bien sûr. Il a une belle soupe. Seulement, il a oublié de mettre des épices. D'accord? Donc, il prend la marmite, il la sort de la plata, il la lève de la plata, il la met sur le plan de travail, et il veut mettre un peu épicé maintenant sa soupe. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Il manque du sel. Ah, j'ai pas fini la question. Il manque du sel et il manque du poivre. Mais s'il a une panne chauffée, oui. Non, la soupe elle est bouillante. Je la sors de la plata. Ouais. D'accord. La marmite, elle est avec d'une soupe bouillante. Et maintenant, elle n'est pas du tout épicée. Donc maintenant, il manque du sel et il manque du poivre. Mais ça cuit les choses, ça va cuire directement, enfin ça cuit très vite, poivre et le sel. Ah, d'accord. Alors, quelle est la phrase? J'ai le droit de mettre du sel? Oui, c'est On peut pas raisonner. On peut pas rajouter. On peut ou pas? On peut pas. On va commencer par le poivre. On peut mettre du poivre? On peut assaisonner, non? C'est ça que je demande. Ma soupe, elle n'est pas épicée. Non, le poivre, on peut pas. Le poivre, on peut pas. Très bien. Pourquoi? Le sel, ça cuit pas, le sel. Hein. Non, moi je veux savoir un cas pratique. Je ne sais pas qu'est-ce qui cuit ou pas. Moi, je veux mettre du sel dans ma soupe. Pas dans mon assiette. Je veux que ça soit bien épicé. Donc, je mets du sel et du poivre dans ma marmite bouillante que je viens de sortir de la plata. Le poivre... Parce qu'on ne fait pas dans l'autre sens. On ne verse pas de la soupe sur du sel, on met du sel dans la soupe. Non, moi je décide de mettre du sel dans la marmite. Et du poivre. Pas dans le vide. Ouais. Ah non, on n'a pas le droit. Le poivre, j'ai pas le droit. J'ai entendu quelqu'un qui a dit le poivre, on n'a pas le droit. Ouais. La marmite directement, puisque c'est un kélichon. Il a fait. C'est clirichon. Le poivre, c'est cru. En général, l'épice, le poivre, c'est quelque chose qui a été pilé, cassé, concassé. C'est cru. Donc la première question, genre je vous dis, là, toutes les questions qu'on va voir, il faut faire un truc technique et automatique. Première question, est-ce que la chose, ça s'appelle une transformation? Donc il faut que je traite le sujet d'abord. Est-ce qu'il y a birlal une cuisson là-dessus ou pas? Deuxième question, est-ce que la source de chaleur est adéquate à la définition? Donc venez bien, comme ça on va réfléchir. Le poivre, est-ce que mettre une poivre dans un clirichon, ça s'appelle que j'ai transformé? Oui. Le poivre, il est cru, en le mettant dans le clirichon, il va cuire. Quand je parle de poivre, ça peut être plein de choses, c'est plein d'épices, c'est toutes les épices, quasiment toutes les épices. Le paprika,
C'est pareil, c'est pas cuit. Le cumin, c'est pas cuit. Non, le sel, c'est différent. Ah, j'arrive au sel. Le sel. Quoi, c'est des graines qui viennent d'une plante, pas le sel. Non, le sel, ça vient pas d'une plante. Le sel, ça vient de l'eau, en général. C'est un minéral, donc c'est pas pareil. Ça vient de la mer. Donc seulement, il faut savoir. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir dans le sel. Alors, il y a deux sortes de sel. Il y a du sel naturel, qui est très rare. En général, en cuisine, on a du sel, tous les sels de table qu'on a. Il faut savoir que c'est un sel qui a eu déjà une cuisson, en général. C'est un sel, tout ce qu'on a, le sel raffiné comme ça, avec des poudres, qui est comme ça, très soluble, c'est quelque chose qui a eu en usine une cuisson déjà. D'accord? Donc maintenant, il faut traiter les deux sujets. Du sel naturel, qui est plus rare, en cube comme ça, et du sel qui est déjà cuit. Donc si c'est du sel qui est déjà cuit, quel est le deal? Est-ce que j'ai le droit de mettre du sel dans un clairichonne? Oui, puisqu'il est déjà, Il a déjà été transformé. Oui. Voilà. Seulement, il faut me rajouter une petite précision. Quelle précision il faut rajouter pour expliquer? Oui, là, la phrase, c'est qu'on a le droit de mettre le sel. Oui, c'est un bichoul achar bichoul, parce que ça a déjà été cuit. Seulement, il faut rajouter une précision très importante. C'est que si je prends du sel dans de l'eau froide, il va devenir soluble. Donc le fait que le sel c'est dissous dedans, c'est pas à cause de la chaleur. C'est du liquide, parce que j'ai mis ça dans du liquide. Donc là, c'est pas du tout bichoul dans le sel qu'on connaît, le rov, la majorité du sel qui est en vente, c'est un bichoul achar bichoul. Le sel naturel, c'est un sujet très intéressant. Il y a le Shulchan Aruch est posé, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est rare. Mais le Shulchan Aruch fait une différence, et ça c'est, on a dit toujours tout à l'heure dans la définition, je ne vais pas parler de ça parce que c'est plus rare. Il y en a qui veulent dire que, on a toujours dit que, est-ce qu'il y a une différence entre un klirichon qui était sur le feu et un klirichon qui était enlevé du feu? Pour mettre à l'intérieur. Si la température ne bouge pas, il y a Non. pas de différence. Ouais, température de plus que 45, toujours, Yad Soleil d'Edvo. Est-ce qu'il y a une différence entre si c'est sur le feu, sur la plata ou en dehors de la plata? Il y a une différence? Nous, on a dit qu'il n'y a pas de différence. Non, les choses vont continuer de cuire. Les choses continueront de cuire si on les met dans le Kéli-Rishon. Voilà. Seulement, il faut savoir qu'il y a une seule exception. C'est le sel. Le sel, étant donné que ça met très très longtemps à cuire, le sel naturel, comme ça la Gemara elle dit, d'après une des avis, la Gemara elle dit que le sel, il met autant de temps à cuire qu'un morceau de bœuf. Un sel qui est naturel, pas le sel à nous. Comme ça la Gemara elle dit. Et le Shulchan Aruch met comme ça. Et donc quoi? Si c'est sur le feu, on n'aura pas le droit. Mais si c'est en dehors du feu, le Shulchan Aruch dit on peut mettre du sel dans le klirichon. C'est la seule exception qu'il y a dans le klirichon. Pardon, mais dans ce cas-là, même les tablinim et puis les... Non. C'est pareil, il en faut une grande température. Non, pas les épices. Les épices, c'est pas comme le sel. Il en faut pas une grande température, les épices. Non. Quand on dit ménage, tablinim et shemen. Où on dit, où c'est qu'on met melach avec tavlinim dans le bichou? Kéli-Chéni. Ah, je suis dans le klirichon là. Non, les non-calés à bichoul. Mais je suis pas dans le klirichon. On Ouais. peut les mettre dans le Kéli-Rishon. Je suis pas. Calé bichoul, c'est sûr qu'on peut pas mettre dans le klirichon. Non, les non-calés à bichoul. Les non calés à bichoul, j'ai pas le droit de mettre dans le klirichon. J'ai pas compris, encore une fois. Quel est le point commun qui est entre l'eau, l'huile et le sel? Oui, mais un klirichon, on a dit que ça cuit. Même si je l'ai retiré du feu, je peux pas mettre de l'eau dedans. Je peux pas mettre de l'huile. Je peux pas mettre je peux rien mettre. La seule chose que je peux mettre, d'après le Shulchan Aruch, c'est du sel naturel. Enfin, s'il n'est pas naturel, il est cuit, bien sûr que j'ai le droit de mettre, c'est évident, comme on l'a dit tout à l'heure. Le sel naturel, la marmite qui est en dehors du feu, c'est la seule chose que je peux mettre dans un klirichon qui est en dehors du feu. J'ai bien fait de ne pas parler de ça, hein? Mais l'eau aussi, il faut 100 degrés pour cuire. Non. De l'eau dans un klirichon, ça cuit. En fait, c'est 45 degrés. Oui. Dès que je mets un peu d'eau dans une marmite bouillante, c'est bichoul de la Torah.
Dès que je mets de l'huile, c'est bichoul de la Torah. Tout. Kli Rishon, on a dit, ça cuit Mevachel Gamour. La seule exception qu'il y a, c'est du sel. D'après le Shulchan Aruch. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai dit que d'après le Shulchan Aruch. Mais c'est pour ça que j'ai pas parlé de ça quand on a fait les notions, pour pas qu'on arrive à des embrouilles, mais aussi c'est rare. Parce que le sel qui se trouve partout en vente, c'est du sel qui a déjà été cuit. Donc ça, il n'y a pas, la question ne se pose plus. En bichoul achar bichoul. D'accord? Donc juste retenez que le sel naturel, c'est la seule exception qu'il y a. Mais tout ce qui n'est pas sel, toute chose dans un kli rishon qui est yad solededbo, qui soit sur le feu ou qui soit en dehors du feu, c'est un interdit de la Torah de bichoul. Clair? C'est bon? On continue. Et donc, si je résume le cas, j'ai une marmite bouillante sur la plata avec une soupe qui n'est pas épicée, j'ai le droit de mettre que du sel dedans dans la marmite. Rien d'autre. Aucune épice. Dès que je mets une épice dedans, c'est un interdit de la Torah de bichoul. Oui ou pas? On est d'accord, hein? Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Ah oui? C'est pas moi qui dis ça. Moi, je répète ce qu'ils ont dit les rabbinim, les Shulchan Aruch. Top. On continue. Maintenant, il y a un truc intéressant. Je prends une louche. D'accord, je prends une louche. Et je veux me servir de la soupe maintenant. Avec cette louche. Quand je dis soupe, c'est un exemple. Ouais. Seulement, je la rince avant. Je la rince, elle s'est salie, elle est sale. Je veux la rincer. Donc maintenant, je la rince au robinet, tac, je mets le savon, je fais la vaisselle, je nettoie cette louche. Dès qu'on termine en général la vaisselle, il y a toujours des gouttelettes qui restent dessus. Est-ce que j'ai le droit de tremper cette louche dans la marmite pour me servir? Est-ce que ça va cuire? Il y a fait, tout le monde est d'accord. Pourquoi non? Parce que l'eau, les gouttes qui sont à l'intérieur, on a dit mettre de l'eau dans une marmite kli rishon, c'est bichoul. Donc maintenant il y a des gouttes dedans, sur cette louche-là. Donc en trempant, on cuit ces gouttes. D'accord? Donc toute chose, donc c'est intéressant parce que maintenant tout ustensile pour me servir, en général on prend toujours une cuillère ou une louche ou un ustensile. Et en général avant, on rince. Donc il y a des gouttelettes là-bas. Donc ça c'est un problème de rentrer à l'intérieur. C'est vrai que j'ai pas l'intention. Est-ce que j'ai l'intention de les cuire ces gouttelettes là? Hein? Non. Est-ce que j'ai un but précis? Est-ce que j'ai un but précis? J'ai un but précis que ces gouttelettes cuisent? Non. Peu importe, c'est des petites gouttelettes, ça m'intéresse pas. Moi je veux me servir avec, j'ai pas besoin de cuire ces gouttelettes. Et le chiour. Pardon? Dans ces cas-là, on aura le droit. Pourquoi on aura le droit? Parce qu'on n'avait pas l'intention de cuire, c'est par l'inadvertance que Oh. elles ne servent à rien en fait. Si je fais un interdit, il y a quelque chose qui est interdit par la Torah, hein, et que je le fais, mais j'ai pas l'intention de le faire, et que c'est 100% qui se fait, est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors là, ça c'est les cours d'introduction, ça. Et j'ai prévenu en début de toutes les cours, j'ai dit que les cours d'introduction, ils sont indispensables. Donc là, ouais, dès qu'on arrive à la pratique, tac, on est obligé de se rappeler de toutes les règles. Ça, c'est les tout premiers cours. Pour celui qui se rappelle, je veux dire comment c'est dans les règles. C'est psik reché et eno mitkaven. On s'en sert pas. Dans nos écrits, on s'en sert pas. Ça vous dit quelque chose, ces mots-là, psik reché? Eno mitkaven? C'est-à-dire, quelqu'un a un interdit de la Torah, c'est pas seulement si j'ai l'intention, même si j'ai pas l'intention, mais que 100% la chose elle se fait, j'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que si c'est inévitable et c'est 100% que ça se fait, alors ça devient interdit. Parce que c'est 100% que ça va se faire. Pareil, la louche. Moi, mon intention, c'est de me servir. Mais c'est sûr que quand je vais tremper la louche avec les gouttelettes vont cuire. Donc je ne veux pas dire j'ai pas l'intention, mais c'est sûr que ça va cuire. Donc ça c'est interdit. Malgré qu'on n'ait pas l'intention, malgré que
On a, malgré qu'il n'y a pas assez de chiour, il n'y a pas un nombre, c'est quelques gouttelettes seulement. On a vu que pour que ce soit une vraie mélacha, il faut qu'il y ait un chiour, mais quand même s'il n'y a pas le chiour, c'est aussi interdit. Même une goutte, on n'a pas le droit de cuire. C'est vrai que ce ne sera pas une vraie mélacha, dans la définition de la mélacha, on a dit qu'il faut au moins 18 grammes, mais quand même c'est interdit. Donc maintenant, halakha le maaseh, tremper quelque chose où il y a un peu d'humidité dessus, ça sera un interdit, on peut pas, ce sera assourd, et donc on ne peut pas tremper dans la marmite de Kli Rishon, un ustensile où il y a un peu de gouttelettes. Maintenant on continue. J'ai pris une louche qui est sèche, toute sec, et je la trempe maintenant dans ma marmite. D'accord? Je mets dans l'assiette. Donc maintenant il n'y a pas assez, ça ne suffit pas une louche pour une personne. Donc il faut retremper la louche dans la marmite. Est-ce qu'il faut que je l'essuie la louche ou j'ai le droit de la mettre maintenant à l'intérieur? Tout le monde a compris la question? On va pas essuyer la louche. N'essuie pas la louche. Non, je demande, est-ce qu'on a besoin d'essuyer la louche? Parce qu'on fait le geste rapidement et c'est dans l'esprit de... Non, je crois pas. Il faut savoir d'abord un truc technique, quelque chose de technique, c'est que lorsque je trempe ma louche à l'intérieur et que j'ai sorti ça à l'air et que je verse, les gouttelettes qui resteront à l'intérieur, ils sont déjà en dessous de 45 degrés. Dans la majeure partie des cas, ouais. Donc est-ce que je peux remettre maintenant ma louche à l'intérieur? Alors là, c'est intéressant. Là, la lacha, elle va être, comme ça le Rav Ovadia est posé, en tout cas, et pas mal de poskim aussi, que là, on a le droit. C'est-à-dire, j'ai pas besoin à chaque fois d'essuyer ma louche et de la retremper. Je me sers, après de re-essuyer encore une fois la louche, on ne va pas finir comme ça. Mais c'est pas la raison, c'est pas parce que c'est... Mais c'est pas la raison que c'est permis, bien sûr. C'est pas parce que c'est difficile. C'est pas une raison ilkhatique, ça. La raison, elle est... Quelle dit... C'est dans l'action de manger, ça fait partie de... Non, manger quoi? C'est de quoi manger? Puisqu'on n'a pas besoin que d'une seule louche, que d'un coup, un volume de louche pour manger. On a besoin de plusieurs volumes. Ah oui, mais ça il faut savoir. Ça vous êtes en train d'utiliser une règle qu'on a vue dans les mélachot précédentes. Oui. Par exemple, borer, on a dit que si c'est prendre le bon et je le mange tout de suite, on a le droit. Ou bien par exemple, tochen, couper en petits morceaux une salade quand c'est fait pour manger tout de suite, on a le droit. Mais là-bas, on avait dit, si vous vous rappelez, ça fait plusieurs cours ça, on a donné l'exemple de quelqu'un qui cuit une omelette et qui la mange tout de suite après. Est-ce qu'on a le droit de cuire l'omelette? Non, ça on n'a pas le droit. Donc voilà, pourquoi? On avait expliqué en long et en large là-bas. C'est que dans Bichoul, on ne dit pas cette svara, on ne dit pas cette logique. Parce que si je cuis, je cuis. On ne peut pas dire je cuis pour manger tout de suite. Parce que tout celui qui mange, il cuit avant. Voilà. Vous vous rappelez? Mais là, tu recuis, ces gouttes-là qui viennent de la soupe, Oui. elles étaient déjà cuites. Ah, très bien, c'est ça que j'attendais d'écouter. C'est Voilà. ça que j'arrive pas à l'expliquer. Voilà. Ah. Ça fait partie du masque de la rédaction. Ça, c'est autre chose, ça. C'est une autre chose, les gars, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est très bien, c'est ça la réponse. C'est ça la différence. C'est-à-dire, la louche de tout à l'heure, quand je l'ai rincée, où c'est que je l'ai rincée? Au robinet. Les gouttes du robinet, ouais, elles sont pas cuites. Ouais, c'est des robinets, ça n'a pas été cuit. Donc là, j'ai des gouttelettes qui n'ont jamais été cuites, que je vais faire rentrer dans le Kli Rishon. Là, c'est un problème. Tandis que... Non, on ne peut pas, on vient de dire tout à l'heure qu'on ne peut pas. Si les gouttelettes ont déjà été cuites, on peut. Voilà, alors si les gouttelettes ont déjà été cuites... Ah, d'accord. Faut pas qu'elles soient cuites. Ouais, mais seulement, ça ne suffit pas. Pour celui qui a bien écouté le cours de la semaine dernière et d'il y a 2 semaines, et alors qu'est-ce qu'il y a si elles ont déjà été cuites? Mais ça refroidit. Ça refroidit. Si je prends du frigidaire, une soupe froide, est-ce que j'ai le droit de la mettre sur la plata? Non, Ron? Mais elle a déjà été cuite. Oui, mais c'est un liquide, ça refuse. C'est? Un liquide, ça refuse. Voilà, on avait dit que s'il y avait une marloquette, vous vous rappelez?
Entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Là, sur ce coup-là, les Ashkenazim, ils sont plus cool. C'est-à-dire un liquide qui a déjà été cuit et qui est refroidi. Est-ce que c'est considéré comme un solide qui a déjà été cuit et qui a refroidi ou pas? Il y avait une marloquette. Qu'est-ce qu'on a tranché? Oui. Maintenant, dans ce cas-là, dans notre cas à nous, qu'on parle d'un cas où c'est juste des gouttes. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est encore une fois, c'est des principes de technique de halakha. C'est-à-dire que c'est que des gouttelettes qui n'ont pas assez de shiur. D'accord? Il n'y a pas assez de quantité, c'est une toute petite quantité. Et il y en a qui pensent qu'il n'y a pas du tout de bichoul. D'accord? Et j'ai pas l'intention. Et j'ai aucun but que ça cuit. Donc tous ces arguments ensemble vont faire que je peux remettre la louche à l'intérieur. Ouais. C'est pour ça que on n'est pas obligé de retenir toutes les conditions ilkhatiques, mais il y a une grosse différence. Et donc ça ne suffit pas. C'est-à-dire, la preuve, c'est que quand j'ai une marmite, on a parlé tout à l'heure, j'ai une soupe qui se trouve dans le frigidaire et que je veux la mettre sur la plata pour la réchauffer. On a dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que encore une fois, c'est comme l'histoire de la louche de tout à l'heure. J'ai qu'un seul marloquette, j'ai un seul argument ici. Est-ce que un liquide qui est refroidi, ça cuit ou ça cuit pas? Il y en a qui disent oui, interdit de la Torah, il y en a qui disent non. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un interdit de la Torah, on est mahmir, on ne cuit pas d'après le Shulchan Aruch, on ne peut pas. Mais dans ce cas-là, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Là-bas dans la soupe, j'avais l'intention de la faire chauffer. Là, les gouttelettes, j'ai pas l'intention. Là-bas dans la soupe, il y a une grosse quantité. Une quantité importante. Là, c'est une quantité infime, c'est des petites gouttelettes. Là-bas dans la soupe, j'ai un intérêt que la soupe devienne chaude, pour la boire chaude. Dans notre cas à nous, j'ai pas d'intérêt que les gouttes elles deviennent chaudes. Peu importe les petites gouttes qui sont restées sur la... Et quatrième chose, très importante, on parle de quelque chose qui a déjà été cuite, qu'il y en a qui disent qu'il n'y a même pas de bichoul. Donc lorsque j'ai tous ces facteurs ensemble, c'est permis. Qui c'est qui utilise toutes ces techniques de halakha? C'est le Rav Ovadia Yosef et encore plusieurs à Posquier d'Orenu dans leur Sfarim. Mais moi je vous ramène maintenant, c'est pas obligé de retenir tout ça, c'est difficile. Donc on répète pour sortir avec quelque chose de clair. Et là c'est ça, retenez juste là, parce que c'est très pratique ça. Donc on retient juste la halakha. Et après je vais vous donner un exemple pour voir si vous avez bien compris le système. Après j'ai une question pour vous. Je reprends le système. Lorsque j'ai un kli rishon, une marmite, d'accord, bouillante, avec une soupe qui se trouve sur ma plata. Je la sors de la plata, d'accord, et je mets dedans du poivre. Ça c'est le cas classique de bichoul, il n'y a pas de question là-dessus, il n'y a même pas de marloquette. Je veux mettre du sel, là, il n'y a pas de question que c'est permis parce que ça a déjà été cuit. Le sel, bien sûr, sel qu'on trouve, le sel. Voilà. Donc, ça veut dire, le poivre, il n'y a pas de question, il n'y a pas de marloquette, c'est sûr c'est interdit. Le sel, il n'y a pas de question, il n'y a pas de marloquette, c'est sûr c'est permis. Donc maintenant, on continue. On veut rentrer à l'intérieur, parce qu'il faut se servir maintenant. D'accord? On passe à la deuxième étape. Ma soupe, elle est chaude, elle est épicée. Très bien. Maintenant, il faut se servir. Donc, avec quoi on va se servir? Avec une louche, ou avec une cuillère, peu importe. Si elle est sec, très bien. Si elle est mouillée avec l'eau du robinet, alors là, j'ai qu'un seul doute ici. Quel est mon doute? Il n'y a pas de doute aussi, c'est clair. L'eau, elle n'est pas été cuite. Donc je mets de l'eau qui n'est pas cuite dans un kli rishon. C'est un peu différent des autres cas, parce que quand même j'ai pas l'intention, et quand même j'ai pas de but, quand même il n'y a pas assez de shiur, mais j'ai pas assez d'arguments pour permettre. Vous comprenez comment ça marche? J'ai pas assez d'arguments pour permettre, sauf si je mets des gouttelettes d'eau dans une marmite bouillante. Donc là, on ne met pas, il faut que ça soit sec. Tandis que si maintenant j'ai des ustensiles de cuisine où j'ai déjà trempé une fois et il me reste des restes dessus, donc là j'ai une chose qui a déjà été cuite et qui a refroidi. Alors là, si je rajoute la notion que j'ai pas l'intention et qu'il n'y a pas beaucoup et que toutes ces notions de facteurs, ça sera permis de la remettre une deuxième fois à l'intérieur, même si elle n'est pas totalement sec. Clair? Maintenant j'arrive à la question.
Je prends un verre, réfléchissez bien. Hein. Je prends un verre, je vais me faire un café. Alors là, c'est vrai que le cours, la prochaine fois, il va falloir qu'on parle aussi, ça c'est tout un cours Bifnei Atzmo, c'est comment on fait le thé et le café Shabbat. Ça aussi, on va y arriver. C'est en fait mettre en pratique. Vous avez déjà toutes les notions déjà pour répondre. Il faut mettre en pratique juste les notions. Maintenant, j'ai un verre. D'accord? J'ai un verre de... j'ai un verre et je veux faire un thé. Donc je verse directement d'un klirishon. Ce verre, je l'ai rincé. Donc il reste des gouttelettes dans le verre. Est-ce que j'ai le droit de verser directement du klirishon dans ce verre? Non, parce que le klirishon, Il y a moins de liquide dans le verre. Hmm? Il n'y a pas assez de liquide dans le verre en fait. Ça va laisser chauffer. Ouais, il y a des petites gouttelettes, ouais. Ouais, d'accord. Hmm? L'eau froide n'a pas cuit. donc on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Tout le monde est d'accord? Essayez de voir s'il n'y a pas un autre facteur ici qui rentre en jeu. Venez. Alors, un autre facteur, c'est que le verre est au deuxième équilibre. Oui, mais là je verse directement du klirishon. Hmm? Là je verse, c'est pas... Ah, j'ai compris. L'eau du klirishon refroidit assez vite parce que le verre est froid. Venez, je vais poser d'une autre manière. Est-ce que ça ressemble à la citronnade? On va faire comme ça. Pour moi, si, ça ressemble à citronnade, ça je sais. Alors justement, c'est là la question aussi. C'est des tout petites gouttelettes, ouais. C'est-à-dire que quand je nettoie mon verre, il reste vraiment des petites gouttes en bas. Est-ce qu'il y a un chiour suffisant pour dire que c'est une vraie melacha? Non. Est-ce que j'ai l'intention de les cuire, ces gouttes? Non, pas du tout, non. C'est pas comme la citronnade. Est-ce que j'ai un but que cette eau, elle cuisine, elle vienne cuire, la rivayette sur les delgo, ces gouttelettes-là? Non. Maintenant, il y a un autre facteur très important qui rentre en jeu, et c'est ce facteur qui va faire que ça va être permis. Qui c'est qui a une idée? Alors, rappelez-vous, je verse d'un klirishon. Je verse. Quelle différence on va dire entre ça et la louche de tout à l'heure que je rince au robinet? Le verre j'ai rincé au robinet, la louche je l'ai rincé au robinet. On a dit dans la louche, non? Et le verre, oui. Non, mais il y a une différence avec la louche. Oui, mais quelle différence? Quelle est la différence entre le verre et la louche? Parce qu'on ne cuit pas, on met l'eau chaude dans le verre. Oui, mais ça cuit, on a dit. Oui, mais il n'y a pas cuit le verre. Et l'eau, elle est chaude. Alors le verre est dessus. C'est pas comme la louche. Et le verre n'a pas on ne cuit pas avec un verre qui brûle. J'entends pas encore la différence. Qui c'est qui a une voix? Une différence très simple, oui. D'après les notions qu'on a étudiées. Je reprends. J'ai un verre que j'ai rincé, il y a des gouttelettes d'eau. J'ai une louche que j'ai rincée, il y a des gouttelettes d'eau. On a dit la louche, on ne la met pas dans le klirishon. Mais verser d'un klirishon dans le verre, on peut permettre. Ça, ce sera permis là, là. Quelle différence? Vous pouvez me dire, l'un est trempé dans le klirishon et l'autre il sort du klirishon. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si ça sort du klirishon? Le sens du liquide. Qu'est-ce qu'il y a si ça trempe du klirishon? Alors, regardez. Il y a des avis qui pensent que quand on verse d'un klirishon, ça ne cuit pas. Donc, c'est une discussion. Oui? Et il y a un avis qui pense que dans tous les liquides, ça frappe pas, ça frappe que sur du solide cru, pas dans les liquides. Donc, on a déjà deux avis qui disent que verser sur un liquide, il n'y a pas de problème. La halakha, on a dit non, la citronnade, on a dit non. D'accord? Si on a un peu de citronnade, on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas verser dessus. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une quantité et j'ai un intérêt. Mais dans notre cas à nous, j'ai pas du tout d'intérêt et c'est une petite quantité et j'ai aucun but que ces gouttelettes cuisinent. Rajouter à la discussion qui dit que verser sur un liquide et verser birklal d'un klirishon, ça cuit pas.
Tous ces facteurs ensemble font que c'est permis. C'est compliqué hein, aujourd'hui. Hein? Il faut se concentrer. Ouais. C'est pour ça qu'on prend des verres en plastique et qui sont secs. Comme ça, il n'y a pas de problème. Non, maintenant d'après ce qu'on vient de dire, non je résume, il faut que je résume, Je plaisante. Non, d'après ce qu'on vient de dire, même si mon verre, il y a quelques gouttelettes, j'ai le droit de mettre ça sur mon mecham là-bas, d'ouvrir le robinet directement et de verser dessus. D'après ce qu'on vient d'expliquer. C'est pas comme la citronnade. Clair ou pas? Je reprends, je réexplique. Ça veut dire, on reprend. Quand je trempe, regardez la différence. Tout à l'heure, la louche qui était, il y avait du liquide dessus. Il y avait une discussion, est-ce que quelque chose qui a déjà été cuit, qui a refroidi, est-ce qu'il y a un bichoul ou pas? Donc ça, si je rajoute à tous les arguments de j'ai pas l'intention et ça un peu, ça et ça ensemble, ça fait que ça devient permis. Dès que j'ai plein d'arguments ensemble, ça devient permis. Pareil, verser sur des petites gouttelettes. Étant donné que verser, c'est déjà très discutable, rajouter, quand j'ai pas l'intention ici une petite quantité, ça devient permis. Si j'ai qu'une seule discussion en face de moi, avec l'intention et tout, là on va être mahmir parce que c'est un sur Torah. Donc une louche, la mettre dans le klirishon, même s'il y a des gouttelettes, je peux pas. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme facteur ici? Il y a mettre de l'eau dans un klirishon, il n'y a pas de discussion. Donc là on va pas dire que j'ai pas l'intention et tout, c'est interdit. Mais verser directement dans un klirishon sur des gouttelettes, ou bien prendre une louche qui a des gouttelettes, qui a des choses qui ont déjà été cuites et qui ont refroidi, dans ces deux cas de figure, j'ai le droit. Mettre dans un klirishon, d'accord? Non, je n'ai rien le droit de mettre parce que je mets à l'intérieur, il n'y a pas de discussion. Ni je verse, ni ça a déjà été cuit, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Et c'est quand mettre à l'intérieur, ça sera interdit. Qui n'a pas compris quelque chose là? Il n'y a pas de problème de répéter. Il y a quelque chose qui n'est pas clair? C'est clair pour tout le monde? C'est-à-dire, je peux vous redemander ça dans 2 semaines? Oui, il faudrait. Parce que la semaine prochaine, on a Shavuot. On sera en pleine fête. Enfin, pour vous, pas pour moi. Moi, ça sera déjà... On a... Pardon? Comment on... Oh, ça, il faut un cours entier pour ça. Oui, en fait, pour répondre à cette question, vous avez déjà toutes les notions. Toutes les notions, vous avez. Maintenant, on est en train, on est dans l'étape de mettre en acte toutes les notions. Donc, thé et café, il va falloir faire tout un cours là-dessus sur le thé et le café. D'accord? Ça va être peut-être la semaine prochaine fois, ou il y a encore quelques cas à voir. Voilà. On va reprendre ça, léat. C'est une mélacha, j'ai déjà dit depuis le début que c'est une mélacha qui était assez costaud, cette mélacha. Mais c'est très très pratique. Je crois que c'est la mélacha la plus pratique. On a le plus à faire le jour de Shabbat. Yom Tov, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, dimanche et lundi, on a le droit de cuire. Donc il n'y a pas de mélacha de bichou là, Yom Tov. Ouais, juste allumer le feu, on ne peut pas à Yom Tov. Dès qu'il y a une flamme existante, on peut cuire, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, Chag Sameach à tout le monde, une bonne fête de Shavuot. Voilà. Merci, Rav. Donc on se revoit tous, Bezrat Hashem, dans 2 semaines. Merci. Dans 2 semaines, dimanche soir. Voilà, Shavuot Tov et Chag Sameach à tout le monde. Ouais. Salut, moi je vois rien, moi tout le cours je vois rien du tout.
Pourquoi tu ne me vois pas? Je vois personne, tout le cours, j'ai vu personne. Ah, mais c'est pas grave, mais moi tu me vois, tu ne vois pas maintenant. Non, non, je vois rien, j'ai un écran vide. Ah, tu n'as pas un truc, c'est bizarre, tu n'as pas le moyen de voir. Normalement, normalement, je me vois, mais aujourd'hui, je sais pas. Il y a quelque chose qui est vu sur l'écran et ça bloque tout, je sais pas. Non? Ça va, tu vois bien? Bah, au prochain, très bien. Très bien. Et je n'ai pas très bien compris à quoi le type, il n'a pas encore. Il n'est pas mis au travail pour les filer Qui? à Montréal. Si, il a commencé, ouais.